Je vois Alain. Bonjour Alain. Tu vas bien? Alors, j'ai la chair, ce qui veut dire que je vais insister sur les 20 minutes d'intervention et puis ça laisse 10 minutes pour les questions à la fin de chaque présentation. Ça vous va? Si Très ça bien. va comme ça? Sinon, il n'y a rien que je puisse faire. Parce que- OK. Euh, Mustapha Meki, on commence. Très Pas non bien. plus? OK. Mustapha Meki est professeur de droit à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il va parler de la fonction de la loi dans le Code civil de 1804. Merci. Merci beaucoup. Donc, je prends la parole parce que je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas s'il y a. Donc, c'est mon tour. OK, très bien. Parfait. Euh, alors, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Merci, Olivier, de me donner l'occasion d'intervenir lors de ce colloque prestigieux. Je suis sincèrement désolé et puis même presque meurtri de ne pas être parmi vous. Intervenir à distance alors que j'ai un amour profond pour l'Université de Bâton Rouge et pour la Louisiane plus largement et pour les États-Unis. Mais bon, les circonstances font que Nathalie représente l'ensemble des intervenants français. Et avec Michel, je ne le vois pas, Michel. Voilà, je ne te voyais pas. Bon, allez, je n'ai que 20 minutes, alors 20-22 minutes, si vous permettez. Euh, Mon sujet, c'est effectivement les fonctions de la loi dans le Code civil de 1804. C'est surtout évoquer la question de la loi comme modèle, puisque vous allez voir qu'en 1804, on a une conception bien particulière de ce qu'est la loi et des fonctions que l'on attribue à la loi. L'idée pour moi dans cette présentation, c'est d'essayer justement de voir si les caractéristiques, les éléments essentiels, les fonctions que l'on attribue habituellement à la loi telle qu'elle a été pensée dans le Code civil de 1804, est-ce que ces caractéristiques, ces fonctions ont su résister à l'épreuve du temps? Et on va le voir très rapidement qu'il y a une évolution nécessairement, mais il faut se demander si cette évolution est plutôt une mutation ou un véritable déclin. Alors sur le mot modèle, puisque je vais beaucoup insister sur ce terme, le modèle peut être défini de deux manières, qui sont en réalité les deux éléments complémentaires de ce qu'est un modèle. Le modèle, d'abord, c'est quelque chose qui se définit par des éléments essentiels qui permettent justement de l'intégrer dans une catégorie et qui permet de le distinguer des autres. Et ce modèle-là, dans cette approche, c'est une définition plutôt descriptive. Mais en même temps, le modèle, c'est ce qui doit être imité. Et dans ce cas-là, le modèle est censé rayonner, influencer, et c'est une démarche plutôt prescriptive. Et bien, on va voir que la loi, en 1804 en tout cas, avait, en tout cas, reposait sur l'idée de modèle au sens descriptif, c'est qu'elle remplissait un certain nombre de caractéristiques qui permettaient de l'identifier, de la singulariser. Et la loi était également un modèle puisqu'elle servait de référence pour toutes les autres sources et pour toutes les autres normes. Alors, très brièvement, pour comprendre ce qu'était la loi en 1804 à titre introductif, il faut d'abord expliquer que la loi n'est pas toujours très clairement définie en 1804, et notamment au XIXe siècle, parce que tantôt elle renvoyait à la volonté souveraine contraignante, donc la volonté du législateur, pour faire simple, et tantôt le terme de loi est utilisé pour se référer aux règles générales et abstraites, ce qui n'est pas évident lorsqu'on veut comparer justement la loi et la jurisprudence, la loi et la coutume, puisque certains faisaient entrer dans la loi également les coutumes qui étaient aussi des règles générales et abstraites. Également, ce qui caractérise la loi en 1804, c'est une méthode. C'est-à-dire qu'on a parlé du Code civil qui renferme cette fameuse loi modèle comme étant une sorte de grammaire du droit civil. On a évoqué également le style du droit, c'était les termes utilisés par le Ménissier pour insister sur le fait que la forme, la méthode qui a été suivie pour élaborer la loi du Code civil est une méthode bien singulière qui caractérise justement l'époque du XIXe siècle. Alors surtout, la loi en 1804
et je ne m'attarderai pas sur les aspects historiques qui sont mieux maîtrisés par d'autres que moi dans cette salle, mais c'est surtout un esprit. D'abord, la loi est empreinte d'une certaine religiosité. Quand on relit les textes de Bigot de Préameneu, il parle de l'Arche Sainte. Et quand on relit également les commentaires que Napoléon a pu faire sur son œuvre, en tout cas, il a joué un rôle très actif. Il disait que c'est celui qui tient lieu du Dieu sur terre est le législateur. Donc il y a cette religiosité, ce côté très sacré qu'on retrouve encore aujourd'hui, où on a du mal à réviser le Code civil parce qu'on toucherait à un écrin précieux. Il y a quelque chose qui ne doit absolument pas bouger avec le temps. Surtout, pour ce qui est de l'esprit, c'est une œuvre, d'abord une œuvre qui est une combinaison de contributions individuelles. Parce que le Code civil et la loi qu'il renferme ne seraient pas ce qu'il est sans l'œuvre de Thomas et Pottier, évidemment, de Cambacérès, de Portalis, et puis même peut-être à l'époque, avec une main invisible, Napoléon, et plus récemment, les travaux du doyen Carbonnier. Si on prend par exemple Portalis, on sent bien une œuvre mi-juste naturaliste, mi-empiriste, à l'intérieur justement des textes du Code civil, pas autant qu'il le souhaitait, mais il y a cette coloration. Si on prend Cambacérès, il a intégré la méthode et la précision. Si on prend Napoléon, eh bien, il y a toute cette méfiance qu'avait Napoléon à l'égard de la nature humaine, avec l'influence du sensationnisme de l'époque et le fait qu'il s'est beaucoup intéressé aux travaux de Cabanis, par exemple. Et puis Carbonnier aussi y a mis sa touche à partir des années 60, avec une approche plus sociologique, sans trahir, à mon sens, ce qui faisait les caractéristiques du Code civil. Surtout, la loi et le Code civil de l'époque est une œuvre de compromis. Je ne vais pas le répéter, tout le monde connaît ces développements. Un mélange de techniques des rédacteurs et des ambitions politiques de Napoléon, une combinaison entre le droit coutumier, essentiellement, je caricature, au nord, et le droit romain au sud, entre l'ancien droit et le droit intermédiaire, entre le rationalisme révolutionnaire et l'empirisme de Portalis, très inspiré des travaux de Montesquieu. On a donc une œuvre éclectique, le terme a été utilisé par Jean-Louis Perrin lui-même, et qui en fait toute la richesse et toute la subtilité. Et puis surtout, le Code civil de l'époque est un projet. L'objectif, c'est justement de construire ou de reconstruire la société civile et de faire en sorte que l'ordre civil qui se dégage du Code civil soit le miroir de la société, le miroir de l'ordre social. Et on va voir justement que sur ces différents aspects, la loi en tant que modèle, dans ses éléments caractéristiques, et la loi en tant que modèle qu'il faut imiter, a su résister aux différentes attaques au prix de certaines adaptations. Alors, justement, ces épreuves, je ne vais pas m'y attarder, mais je pourrais y passer plus de temps. C'est le phénomène de désétatisation, le phénomène de fondamentalisation, d'internationalisation, de bureaucratisation. Et cet élément sera probablement évoqué par Nathalie avec l'influence du droit européen. Et puis la numérisation, qui est le dernier phénomène venant bousculer les grands principes de notre Code civil et de la manière de penser la loi et de positionner la loi dans notre architecture juridique. Alors pour essayer de questionner la loi comme modèle, je vais avoir une double approche. D'abord une approche extrinsèque, donc plus prescriptive, voir si la loi comme modèle continue de rayonner et d'influencer les autres normes, les autres sources, les autres acteurs. Et puis dans une approche intrinsèque, m'intéresser davantage au caractère de la loi, aux éléments essentiels de la loi, et voir si ces éléments persistent ou s'ils n'ont pas justement dû évoluer sous l'influence des grands mouvements qui traversent aujourd'hui notre société. Donc, dans un premier temps, dans une approche extrinsèque, on va essayer de voir si la loi continue, comme on le disait à l'époque, d'être la reine des sources, cette norme qui domine toutes les autres. Alors, pour cela, je vais envisager deux hypothèses. Il y a deux éléments qui sont faciles à constater, c'est que la loi est aujourd'hui concurrencée par d'autres normes, c'est une évidence, mais la loi également, telle qu'on l'a pensée en 1804, est désormais concurrencée par d'autres acteurs. Concurrencée d'abord par d'autres normes,
Si on se place en 1804 et avec notamment les années qui ont suivi, on présentait plutôt la loi comme étant la norme dominante, et il y avait même cette formule de Soyer, je n'en dirai qu'un extrait, mais sa formule commençait par « il n'y avait rien au-dessus de la loi ». Est assez caractéristique de la place qu'occupait la loi à l'époque, et lorsqu'on regarde le titre premier de l'époque, il commence par « autorité et obéissance à la loi ». Lorsqu'on regarde l'article 5 du Code civil, la prohibition des agréments, une autre illustration. Le contrat qui était évoqué à l'époque à l'article 134, alinéa 1er, ce contrat légalement formé montrait bien justement le rapport hiérarchique. Et quant aux coutumes, eh bien, elles étaient considérées comme devant servir uniquement à interpréter la loi. Et si on s'intéresse aux sciences de l'époque et à la place de la doctrine, bien, la méthode exégétique était une sorte de religion du texte et d'une interprétation qui ne devait pas aller au-delà de la lettre. Si le positivisme existait à l'époque, c'était un positivisme légaliste, et même lorsque, par la suite, bien plus tard, François Génie va développer la libre recherche scientifique, il s'agit de rechercher la volonté du législateur. On voit donc que ce modèle dominant a su résister, en tout cas pendant quelques années. Mais aujourd'hui, il y a un pluralisme des normes qui questionne de nouveau la place dominante de la loi. Alors, il est vrai qu'à l'époque, on n'ignorait pas non plus la place d'autres normes, où on cite habituellement l'article 4 du Code civil, lorsque la loi est obscure ou ambiguë, ou lorsqu'elle n'existe pas, évidemment, le juge devait trancher le litige à peine de déni de justice. Quant à l'ordre public n'était pas purement textuel, même chose pour les bonnes mœurs, mais pouvait éventuellement découler d'une décision de justice. Quant au droit naturel, lui aussi, il n'était pas totalement absent. Il suffit de relire les travaux de Portalis. Mais on avait un légicentrisme dominant, même si celui-ci était modéré. Mais les choses aujourd'hui sont beaucoup plus complexes. Le pluralisme des normes est beaucoup plus prononcé. Il y a une multiplication des normes souples qui ne sont pas sans effet juridique, puisqu'elles peuvent même fonder aujourd'hui des recours pour excès de pouvoir. Il y a des normes techniques qui ne cessent d'accompagner les normes juridiques. Parfois, c'est la norme juridique qui s'aligne sur la norme technique. Les normes éthiques également sont très importantes. Et on voit bien que cette concurrence des normes fait que la loi n'est plus l'alpha et l'oméga, mais souvent le résultat d'une combinaison en aval et en amont de différentes normes et de différentes intensités. Mais la loi, tout de même, continue d'être le référent. Alors une autre concurrence peut être évoquée maintenant, c'est la concurrence d'autres acteurs. Et ces acteurs, ce sont bien entendu les juges, on verra également les contractants, et enfin les individus eux-mêmes revendiquant des droits subjectifs fondamentaux. Les juges d'abord. Le modèle dominant en 1804, c'est le législateur. Et on n'hésite pas à rappeler que le juge est la bouche qui prononce les paroles de la loi. Par conséquent, il y a, comme le disait Philippe Rémy, un juge qui était abaissé sous la loi. Et le référé législatif qui a été instauré en 1807 serait une autre illustration de cette soumission du juge au législateur, même s'il faut l'avouer, le référé législatif n'a pas eu beaucoup de succès, puisqu'il n'y a eu que 3 occasions justement de référé législatif. De la même façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut relativiser nos propos, puisque la place du juge n'est pas ignorée. Je ne reprendrai pas les citations de Portalis, où il ne cesse d'évoquer l'importance du juge, la fameuse science du magistrat qu'il compare à la science du législateur, et puis toujours cet article 4 qui lui donne un rôle déterminant lorsque la loi n'existe pas. Mais il est vrai que le juge prend une place beaucoup plus importante, et en particulier, pas simplement les juges du fond, mais le juge du droit, qu'est la Cour de cassation. Si, à l'origine, et notamment au lendemain de 1804, mais cette Cour est créée comme étant au service du législateur séculier de
m'entendez? Je crois que vous êtes... Pour l'instant, le lien ne marche pas. Donc, Là, vous m'entendez? vous pouvez répéter la dernière 2-3 phrases si vous voulez. Oui, oui, je disais justement que j'allais prendre l'exemple de la Cour de cassation parce que l'évolution de la place du juge par rapport à l'évolution de la place de la Cour, cette Cour de cassation qui était le bras sécu du législateur et qui était là pour assurer par l'interprétation de la loi une égalité civile. Eh bien, ce rôle-là de la Cour de cassation est également en train d'évoluer. La Cour de cassation n'hésite pas à remplir une fonction normative. Je ne vais pas multiplier les exemples, l'obiter dictum, les arrêts de principe, le fait que parfois la loi même est contredite par la Cour de cassation, même si on a qualifié ces décisions de coup d'État judiciaire. Mais surtout, aujourd'hui, elle est mise à l'épreuve de l'intelligence artificielle qui fait que la Cour de cassation s'intéresse moins à la loi et à la protection de la loi dans une sorte de démarche top-down, mais au contraire s'intéresse à ce que décident les juges du fond pour rendre ses propres décisions, s'appuyant sur la prudence des juges du fond, dans une démarche qui est plutôt bottom-up et qui change totalement la figure de la Cour de cassation qui tend à devenir une Cour suprême. En tout cas, c'est la proposition faite par certains auteurs. Autre élément important, autre acteur concurrent, les contractants. Il est vrai qu'à l'époque de 1804, le contrat est vraiment soumis à la loi. Ce sont les contrats légalement formés, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et il est vrai que ce contrat se contente d'être à l'époque un instrument d'échange et ça ne va pas au-delà justement de ce rapport hiérarchique où la loi est dominante. Mais aujourd'hui, le contrat n'est pas simplement un instrument d'échange économique. Le contrat est devenu une technique de régulation sociale, une technique de régulation environnementale, et le droit de la RSE notamment, où le contrat assure le déploiement des politiques publiques, la mise en œuvre des politiques publiques. Là, on a véritablement un acteur, le contractant, les contractants, qui viennent concurrencer la place du législateur. Mais en réalité, encore une fois, le modèle de la loi s'est adapté. En réalité, ce que fait la loi, comme le dit Alain Supiot, c'est qu'elle dessine des possibles à l'intérieur desquels le contrat va se déployer. Et donc, encore une fois, on a ici une loi qui continue d'être le modèle dominant, mais qui s'adapte pour laisser une place plus importante à un instrument contractuel qui est aussi devenu un outil de régulation. Et enfin, le dernier acteur concurrent, eh bien, ce sont les individus eux-mêmes qui revendiquent des droits fondamentaux qui peuvent venir contredire certains textes législatifs et qui, au nom de la Convention européenne des droits de l'homme, pourraient entraîner l'éviction d'un texte de loi ou, dans le cadre de la Constitution et du Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, justifier même l'anéantissement de certains textes de loi. Et pourtant, malgré tout cela, je pense que le modèle de la loi persiste, d'abord comme loi dominante. Pourquoi? Parce que même lorsque le juge joue un rôle actif, le point final, pour utiliser le terme de Portalis, reste la loi. Le législateur a le dernier mot et il peut combattre la jurisprudence. Quant au contrat, je l'ai dit, la loi dessine les possibles et c'est à l'intérieur de ces limites que le contrat peut se déployer. Et quant aux droits fondamentaux, eh bien, il suffit de regarder les décisions qui ont été rendues aussi bien par la Cour européenne des droits de l'homme que par le Conseil constitutionnel, et très souvent, le motif d'intérêt général n'est pas contesté par ces juridictions suprêmes, et les cas dans lesquels les droits fondamentaux viendraient de front s'opposer aux législateurs sont des cas relativement rares. Alors si ce modèle, dans une approche extrinsèque, a su persister au prix d'une certaine adaptation, dans une approche intrinsèque, c'est-à-dire les éléments caractéristiques de la loi, là aussi, on va voir que la loi a su résister à l'effet du temps et a réussi à surmonter les différentes épreuves. Je vais évoquer 2 points ici pour le démontrer. D'abord, les caractères de la loi qui sont mis à l'épreuve, mais qui ont su justement résister à l'effet du temps. Et puis ensuite, les fonctions de la loi telles qu'elles étaient pensées en 1804 et qui ont dû évoluer avec le temps. D'abord, les caractères.
même si le droit naturel n'est pas totalement absent en 1804, lorsqu'on évoque la loi en 1804, c'est la loi positive et non pas la loi naturelle que l'on retrouve pourtant dans un certain nombre de textes. Et lorsqu'on évoque cette loi positive, il y a des caractères essentiels qui sont rappelés en permanence par l'ensemble des commentateurs. La loi est censée être stable, elle a même, en tout cas, la prétention d'être perpétuelle, selon certains, et notamment Portalis. La loi est permanente, la loi est générale, elle permet ainsi justement de garantir l'impartialité et l'égalité. Voilà la manière dont on caractérise la loi et on lui a rattaché des qualités, et notamment de clarté, des qualités d'intelligibilité, de compréhensibilité, et on ne cesse de vanter ce mélange entre le langage populaire et le caractère savant de ce code civil et de la loi qu'il renferme. Pourtant, ces caractères sont aujourd'hui bousculés, et ils sont bousculés de plusieurs manières. D'abord, on assiste à une fragmentation géographique de la loi, qui vient menacer sa stabilité et notamment cette prétention à la généralité. D'abord, l'européanisation des textes fait que près de 80% de nos textes, de nos lois, sont la transposition du droit européen, et je n'en dirai pas davantage puisque Nathalie approfondira cette question. De nombreuses lois spéciales se trouvent en dehors du code, et ce ne sont pas des petites lois, la loi sur les accidents de la circulation, la loi sur le bail d'habitation et bien d'autres. On a aujourd'hui également des lois du pays, lois des pays pour les territoires d'outre-mer, des lois qui n'existent que dans certaines régions ou certains départements, parce que ce sont des lois expérimentales. Voilà la fragmentation géographique qui pourrait justement relativiser la généralité que l'on rattache à la loi. Fragmentation structurelle aussi, puisque on voit apparaître, selon les périodes, des lois catégorielles pour lesquelles certains lobbyistes ont joué un rôle déterminant, notamment en matière numérique, par exemple, des lois fourre-tout. D'ailleurs, le titre est assez révélateur, portant diverses dispositions. Ces lois ne cessent de se multiplier, ou encore des lois non normatives, purement symboliques, qui viennent nous dire combien on aime la montagne, par exemple. Donc, ce sont des lois qui étaient inconcevables à l'époque du Code civil de 1804. Également, on met au devant de la scène en matière législative l'efficacité, là où la valeur suprême était la stabilité. Ce qui explique d'ailleurs la multiplication des méthodes d'évaluation, des méthodes d'expérimentation, que certains critiquent comme étant une forme de scientisme et qui changent totalement la configuration de ce qu'était la loi en 1804. Et puis la loi c'était surtout un projet. Quand on revoit les textes de 1804 et du milieu du 19e siècle, alors qu'on a aujourd'hui des lois électorales, des lois qui découlent de faits divers et qui n'ont rien à voir avec le modèle de l'époque, et qui fait naître en réalité plutôt un modèle en série d'une loi qui perd de sa noblesse et qui nous éloigne encore plus de la fameuse prosopopée des lois de Socrate. Alors, dernier élément, pour rester dans le timing des 20 minutes, les fonctions de la loi, fonctions qui, elles aussi, ont dû évoluer et pourraient menacer le modèle de la loi tel qu'on le concevait en 1804. La fonction de la loi au sein du Code civil, c'est d'abord une fonction pédagogique, éducative, morale. La loi, à l'époque, porte un modèle substantiel. La loi est là pour montrer le chemin, pour indiquer le cap à suivre. On se rappelle la formule de Portalis, la loi est la semence des mœurs, et elle a été reprise par la suite par d'autres auteurs plus contemporains, mais il y avait cette idée que le droit civil était le garant du lien social et que l'ordre civil du Code civil était le miroir de l'ordre social, avec le principe de laïcité, de liberté et d'égalité qui se traduisait techniquement au sein du Code civil par toute une série de dispositions. Eh bien, justement, on a cette fonction éducative et morale dans des formules chocs de Napoléon, notamment lorsqu'il disait que dans la famille, le bon père, les bonnes mères, le bon fils font les bons citoyens. C'est la loi qui fait le père. Voilà ici une formule qui exprime justement ce lien très fort entre l'organisation sociale et la loi telle qu'elle était pensée au sein du Code civil.
Alors, est-ce que cela est aujourd'hui remis en question? Je ne sais pas, mais en tout cas concurrencé par une autre fonction que l'on peut qualifier de fonction sociologique. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupait pas autrefois de l'écart qui pouvait exister entre la société et le droit civil, entre les faits et le droit. Et est arrivé en 1900, dans les années 60 en tout cas, le doyen Carbonnier qui, bien au contraire, considérait que pour garantir l'effectivité et l'efficacité des lois, il fallait se préoccuper de cet écart entre les faits et le droit et corriger cet écart en proposant justement une méthode sociologique faite de sondages, d'enquêtes, d'entretiens et de statistiques. Alors certains y verront, et il a beaucoup été critiqué, une loi qui était réduite à être une chambre d'enregistrement des mœurs. Je crois que c'est un peu excessif, et Carbonnier le disait lui-même, la sociologie propose et le législateur dispose. C'est donc bien lui qui a le dernier mot, c'est donc bien lui le fameux point final qu'évoquait Portalis. Alors, pour finir, est-ce que le Code civil est encore le miroir de la société civile? Est-ce que l'ordre civil est en lien avec l'ordre social? Alors, il est probable qu'à l'avenir, en tout cas, des modifications substantielles interviennent, notamment avec la place que prend aujourd'hui l'environnement, qui n'est pas juste une préoccupation, qui conditionne l'avenir de l'humanité et qui devrait peut-être figurer au sein même du Code civil. Alors, on en a déjà quelques signes. L'article 1833, pour l'intérêt social, où il faut prendre en considération les intérêts environnementaux et sociaux. On a également les articles 1248 et suivants sur le préjudice écologique pur. Mais est-ce suffisant? Ne faut-il pas reconstruire le droit des contrats, de la responsabilité, le droit des biens et le droit des personnes autour de cette question environnementale? C'est une question que posent certains à cette époque d'anthropocène, comme ils le disent. Également, le numérique. La société est aujourd'hui une société numérique. Est-ce que cet aspect numérique a toute sa place dans le Code civil d'aujourd'hui? Non. Rien ne figure au sein du Code civil sur le numérique ou l'intelligence artificielle, ou peut-être dans quelque temps, puisque la réforme est passée, l'intelligence artificielle intègre la responsabilité du fait des produits défectueux, mais c'est une entrée très discrète que fait le numérique au sein du Code civil. Alors, pour finir, est-ce que le modèle est en déclin? Est-ce que le modèle est en mutation? Je crois que ce n'est pas un déclin, mais une mutation. Mais le modèle n'est plus le monologue de la loi que nous offrait le Code civil de 1804, mais plutôt un dialogue des sources. Et pour reprendre la formule d'Émile Durkheim qu'il utilisait en droit des contrats, tout n'est pas législatif dans la loi. Voilà la leçon à tirer de cette présentation. Merci. Vous m'entendez? Non? Ah, là, je vous entends. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. On n'est pas pressé parce que notre prochaine obligation, c'est le déjeuner. Et c'est pas une obligation, c'est une plaisir. Comme vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour Mustapha. Bonjour. Je voudrais rebondir sur la fin de ton propos sur le numérique. Là, tu as envisagé la question de l'intégration du numérique comme contenu de règles portant sur le numérique. Est-ce que le numérique risque pas plutôt de porter atteinte au Code civil en tant que façon de légiférer, et notamment dans cette promesse d'un droit accessible pour tout le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on aille tous sur des bases de données pour trouver la source, et finalement pour un non-juriste, qu'elle soit dans le Code civil ou dans un autre texte, c'est un petit peu indifférent, puisqu'on la cherche par mots-clés, on la trouve par mots-clés, indépendamment du plan, indépendamment du contenu. Voilà. Et est-ce que finalement, ce qui va le plus attenter à la conception de la loi et du Code civil, ça n'est pas cette nouvelle façon d'accéder au droit, à la règle, et de la comprendre, enfin, si je pouvais qu'on la comprenne mieux. Oui, parce que je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'évoquais l'intégration du numérique au sein du Code civil, plutôt pour voir dans quelle mesure les notions fondamentales du Code civil pourraient intégrer cette nouvelle réalité qu'est la réalité numérique, telle que l'intelligence artificielle peut-elle être une partie au contrat, ou ce genre de choses.
Maintenant, ce que tu évoques, c'est très intéressant, c'est sur justement la fonction qu'on a attribuée également au Code civil, qui était l'accessibilité au droit. Et donc la nécessité d'intégrer dans le Code civil les règles essentielles pour qu'elles puissent être appliquées, d'abord connues et ensuite mises en œuvre. Mais il est vrai que cette fonction-là, le Code civil ne la remplit plus, alors dans une certaine mesure, hein, parce que quand on a réformé le droit des obligations, on a évoqué le fait que les étrangers qui consultaient justement le Code civil ne pouvaient plus y retrouver les règles essentielles, ce qui était un argument comme un autre pour justifier la réforme. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que les moteurs de recherche et la manière de rechercher désormais, où on passe même pas nécessairement par des moteurs de recherche intelligents, mais directement par Google, fait que la fonction première qu'on attribuait au Code civil, qui était de rassembler l'ensemble des règles pour assumer justement son déploiement, je crois que c'est quelque chose qui est remis en question. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit nos étudiants, malheureusement, je les vois rarement faire des recherches dans le Code civil, si ce n'est le jour de l'examen, parce que c'est le seul outil qu'ils ont entre les mains. Mais sinon, le reste du temps, ils vont sur les bases de données ou, pour les meilleurs, et pour les moins bons, vont directement sur Google. Donc oui, je partage ton sentiment sur cette fonction-là qui, à mon avis, va être menacée. Merci Jean-Louis Alperin. Je profite de l'occasion de l'intervention de mon collègue Moustapha Eki pour dire quelques mots qui peuvent concerner aussi le Code civil louisianais, des progrès et des difficultés du dialogue entre les civilistes d'une part et les historiens ou les historiennes du droit d'autre part. Les progrès parce que nous nous connaissons mieux, je pense, hein, nous nous lisons davantage, et des perspectives historiques erronées ou mal adaptées qu'on trouvait dans des ouvrages anciens sont aujourd'hui corrigées à la lumière des travaux récents. Bon, les difficultés subsistent, et ce n'est pas dramatique, nous faisons des métiers différents. Nous avons des perspectives différentes. Nous sommes d'accord, bien évidemment, pour dire que beaucoup de choses ont changé dans la place du Code civil, dans la fonction du Code civil. Peut-être pour les historiennes et les historiens, nous avons plus d'attention aussi à ce que nous projetons sur le Code civil. Nous continuons à voir que les civilistes projettent une conception ou des conceptions qui ne sont pas celles des historiens. Pour nous, historiens, Portalis n'est pas l'auteur du Code civil, encore moins Thomas ou Potier. Pour nous, historiens, il n'y a pas d'intention du législateur. Pour nous, historiens, le juge a toujours eu le dernier mot et continue à l'avoir. Alors, je ne dis pas qu'on a raison par rapport à votre perspective, mais ça rend parfois le dialogue un petit peu difficile et je pense que ça doit être le cas aussi pour le Code civil louisianais, dans une perspective historique et notamment pour le Code dont nous fêtons le bicentenaire. Aujourd'hui, c'est le 21 mars. 21 mars 1804. Nous sommes au 221e anniversaire du Code civil des Français. Purement symbolique, aucune importance. Et je suis frappé depuis hier que les discussions ont lieu à la fois sur le Code civil de 1825 en Louisiane, qui est un objet d'histoire, qui n'existe plus comme loi positive et qui correspond à une société, à un contexte politique qui n'existe plus, et les questions tout à fait pratiques et tout à fait légitimes qui se présentent aujourd'hui sur l'actuel Code civil de Louisiane, son insertion aux États-Unis, son rayonnement en dehors des États-Unis. Et ce qui est très apparent pour la Louisiane, je pense, on peut transposer la même chose pour la France. Non seulement notre code n'est plus le code de 1804, mais la perspective
historique n'est pas la même que la perspective civiliste, avec des dialogues, des contacts, mais aussi certaines difficultés. Juste pour répondre à Joël Perrin, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. De manière, je pense comme civiliste et pas comme historien. Mais ce qui était très intéressant, en tout cas dans l'étude que j'ai pu faire, parce que c'est pas la première fois que je réfléchis au sujet, c'est que quelle que soit la manière qu'on a d'aborder la question du code civil ou de la loi, il y a toujours des points de vue très différents, et quelles que soient les époques. La dernière thèse que j'ai pu lire, d'ailleurs, qui est une thèse d'un historien du droit sur la loi, notamment sous la direction de Christophe Jamin. La grande difficulté, c'était justement de savoir qui il fallait lire et qui il fallait écouter et qui il fallait croire. Parce qu'en fonction de l'auteur que vous lisez au 19e siècle ou 20e siècle, vous avez de toute manière un regard différent, et aussi bien chez les historiens que chez les juristes, sur ce qu'est la loi et le code civil. Donc, j'aurais pu commencer comme ça, et c'était en fait un point que j'aurais pu évoquer, c'est que de toute manière, quelle que soit la position qu'on va prendre, ça reste une conception doctrinale de ce qu'est la loi, une conception doctrinale de ce qu'est le code civil. En tout cas pour les juristes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai dit à la fin que selon la doctrine à laquelle vous adhérez, vous verrez cela comme un déclin ou comme une simple mutation. Mais je partage votre sentiment. En tout cas, c'est vrai que les juristes ne pensent pas toujours comme les historiens. Peut-être on est peut-être un peu moins rigoureux scientifiquement que les historiens sur certains aspects. En revanche, on continue de croire, et je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose, que Portalis a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du Code civil, même s'il n'était pas le seul. Merci beaucoup. S'il n'y a pas... On continue avec un interdit blanc. La codification face aux règles issues de l'Union européenne. Alors oui, je vais fermer l'ordinateur. Je peux fermer? On peut dire au revoir à Mustapha? Just to say goodbye. Au revoir. Bye bye. It's possible de rester, I don't know. If you want to stay. Je n'ai pas de... Non, je serais juste... alors, je me mets un peu sur le côté parce que je suis petite. Et oui, si je me mets là... Bon, cela dit, vous me voyez quand même. Mais tout de même, vu que je suis là, autant me voir en entier. Donc, d'abord, je voudrais un disclaimer. Je suis civiliste, juriste et pas historienne. Donc, d'avance... mes excuses pour les approximations historiques que je pourrais faire peut-être dans ma présentation, puisque j'aborde à certains égards l'histoire, mais de manière très... Et surtout que Jean-Louis Perrin est spécialiste de la codification, donc j'ai encore plus de pression pour m'exprimer à ce sujet. Après ce disclaimer, juste quelques mots de remerciement. Alors Olivier n'est pas là, mais il m'entendra, ou il l'est peut-être. Ah si, tu es là, pardon, excuse-moi. Donc je voudrais évidemment remercier les organisateurs, Olivier, Nicolas, Cathy, qui n'est pas là non plus, mais qui m'entendra peut-être, là où elle est, Aurore aussi. Donc merci à eux, merci au support, à tous ceux qui sont intervenus pour que cette magnifique manifestation scientifique internationale ait lieu. Donc merci à tous, merci à LSU, merci au Centre de Civil Law Studies. Donc merci à tous. Je suis très honorée et très heureuse d'être ici, honorée parce que le colloque est évidemment un colloque international qui réunit d'éminents spécialistes. Les meilleurs sont là, d'ailleurs, je le constate. La salle n'est pas pleine, mais les meilleurs sont ici. Merci à vous de venir écouter une juriste française parler en français. Je suis également très heureuse d'être là parce que j'étais là l'année dernière. Et je suis intervenue en anglais l'année dernière. Alors peut-être que mon anglais n'était pas suffisamment bon pour que j'intervienne en anglais cette année. Non, je plaisante. J'espère que je plaisante. Mais je serais ravie d'intervenir à nouveau en anglais à un autre moment. Et peut-être, je me dis que nos textes français pourraient, peut-être, puisqu'il y aura une publication, j'imagine, être en anglais pour que ça soit aussi accessible à tous avec la rigueur de la commelette, civelette, pour être sûr que ce soit traduit correctement. Bon, pour revenir à mon sujet,
on pourrait dire que qu'est-ce que ça a à faire là, puisque le sujet c'est l'influence de l'Union européenne finalement sur la codification. Je ne sais plus exactement quel est mon titre, c'est ça que j'ai mis, non c'est pas ça du tout, mais le titre exact de mon intervention c'est la codification face aux règles issues de l'Union européenne. Alors on pourrait dire on est en Louisiane, l'Union européenne, bon, ça intéresse peu la Louisiane. En réalité, je pense qu'au contraire, ça intéresse évidemment la Louisiane parce qu'on est dans un système juste aussi où on a un droit louisianais et un droit fédéral. Et donc il y a cette difficulté d'articulation et de hiérarchie peut-être entre le droit fédéral et le droit louisianais. Donc en réalité, cette difficulté entre un droit national et un droit supranational se pose aussi finalement aux États-Unis. Alors de manière très différente, bien sûr, puisque les règles de compétence ne sont pas les mêmes, mais il y a un lien, à mon sens, intéressant. Et d'ailleurs, pour nous, les États-Unis sont un exemple qu'on a pris en compte lors des discussions sur le fameux Code civil européen sur lequel je reviendrai. Et pour dire qu'il ne fallait pas de Code civil européen, on a dit qu'il n'y a pas un Code civil américain, il y a des règles fédérales, des règles étatiques des États en matière civile. Et donc on n'a pas besoin, regardez comme ça marche bien chez eux, on n'a pas besoin de ça pour avoir un marché intérieur qui fonctionne bien. Donc vous êtes un modèle de ce point de vue pour repousser l'Union européenne, en France en tout cas, du droit civil. Donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est finalement quelle place pour la codification aujourd'hui face aux règles issues de l'Union européenne. Dit autrement, et pour reprendre un peu le sujet de Viviane qui interviendra après moi, quel avenir pour la codification face à l'européanisation du droit ? Alors cette question n'est pas nouvelle, elle a été évoquée lors du bicentenaire du Code civil, juste avant et pendant et un peu après, par d'éminents auteurs, Cornu, Aupetit, Carbonnier, pas Aupetit, Cornu, Carbonnier. Aupetit parlait déjà de l'européanisation et des difficultés d'articulation, Lequette, Levener, pour des auteurs plus récents. Ah oui, je cite quand même Yves Lequette, même si ce n'est pas un euro convaincu, un eurosceptique plutôt, on dira ça, mais malgré tout qui est un éminent auteur du droit français. Donc cette question a été soulevée, elle a été examinée par Olivier également dans un fameux article que j'ai lu sur l'avenir des codes en France et en Louisiane, où il évoque cette question de l'européanisation, enfin de l'avenir de la codification face à l'évolution des sources. Même si la question n'est pas nouvelle, elle reste très actuelle, et elle reste très actuelle parce que le mouvement d'européanisation, de mondialisation se poursuit, et que ces questions continuent de se poser dans des termes peut-être un peu différents en tout cas, mais continuent de se poser. Alors, quelques précisions, définitions, mais je vais aller vite parce que là, j'ai beaucoup de juristes qui connaissent bien l'Union européenne, alors je ne vais pas passer trop de temps à expliquer le système, mais le système de l'Union européenne est évidemment un ordre juridique intégré à l'ordre juridique des États membres, donc c'est assez spécifique dans le sens où on a aussi une très large compétence de l'Union européenne, une très large compétence beaucoup plus importante que la compétence fédérale aux États-Unis, donc une compétence beaucoup plus large, et puis que l'Union européenne a tendance, je ne suis pas eurosceptique, mais a tendance tout de même à élargir sans cesse ses compétences, parce qu'on n'a pas une liste très claire de compétences, mais on a plutôt des domaines dans lesquels l'Union a le droit d'intervenir, et que donc petit à petit, sous l'influence de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a de moins en moins de domaines du droit qui échappent à l'Union européenne, alors même qu'au départ, il semblait assez éloigné. Donc, on a ce système, et on doit en France en tenir compte, puisqu'on est membre de l'Union européenne, et qu'il y a un principe de primauté, et que dès lors qu'il y a une règle de l'Union européenne qui est adoptée, on doit l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans notre système juridique, supprimer toutes les contradictions avec cette norme, et, si besoin, écarter notre droit français pour respecter les contraintes, les objectifs de l'Union européenne. Bon, je dirais également, et Mustapha l'a dit, mais il a expliqué qu'aujourd'hui, 80% des lois françaises sont des lois de transposition des textes de l'Union européenne, c'est-à-dire des lois qui vont permettre de réceptionner le droit de l'Union, le droit européen, dans le droit français, ce qui est assez préoccupant. Alors, je ne sais pas que je suis souverainiste, mais c'est aussi Olivier qui disait ça, qu'on peut aimer l'Europe et aimer la diversité des droits, et je suis quand même plutôt partisane de la diversité, et donc c'est assez préoccupant.
Donc voilà pour l'Union européenne. Sur la codification, je ne vais pas non plus m'attarder très longtemps sur ce qu'est la codification. De toute façon, il y aura un texte écrit. On a parlé des vrais codes, des faux codes. Donc c'est la question, de quelle codification est-ce que je parle? Est-ce que je parle de la vraie codification ou de la fausse codification? Vrai code, c'est-à-dire les beaux codes. Excusez-moi, le Code civil français, le modèle, pour nous, français, je ne dis pas le modèle mondial, mais d'un code qui rétablit un ordre social, un code structuré avec un objectif. Alors, il n'y a pas de volonté du législateur. Je pense qu'il y a une volonté du législateur. En tout cas, il y a une volonté politique de Napoléon, me semble-t-il. Il y a une volonté politique au moment de... On réunifie le droit écrit aussi. Bon. Donc, il y a ce code très spécifique qu'est le Code civil. Ça, c'est le vrai code, avec cette structure, cette vision, cette pensée. Mais c'est aussi le vrai code parce qu'on est là pour dégager des principes essentiels, des notions essentielles, des définitions. Alors, le professeur américain qui était là hier n'est pas là aujourd'hui, mais je dirais quand même que les codes sont là pour résoudre des litiges, pour permettre de résoudre des litiges, et que les codes sont là aussi parce qu'on dégage des principes, on connaît les principes, on a des règles claires qui permettent ensuite de savoir si elles s'appliquent, si elles ne s'appliquent pas dans telle et telle situation. Donc, c'est aussi ça, les vrais codes, avec des principes qu'on met en évidence. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle en France les faux codes, les codes compilation, les codes inventaires, les codes qui ne sont que une juxtaposition de textes, sans pensée, sans structure, qui sont critiqués, mais qui ont le mérite d'exister à mon sens et qui rendent de toute façon l'accès au droit plus accessible, même si à le numérique, moi je le pense, que les codes servent à quelque chose, mais j'y reviendrai. Donc l'intérêt des codes, je ne vais pas le souligner non plus, accessibilité, sécurité, flexibilité, et j'en suis totalement convaincue. Alors peut-être que c'est une déformation de l'esprit français, mais je suis convaincue que la codification a vraiment un intérêt pour l'accessibilité, la flexibilité et la sécurité juridique, parce que ça permet effectivement de rendre le droit accessible à tous, intellectuellement, matériellement, oui, mais intellectuellement aussi, par la structure, par l'organisation. On comprend mieux aussi les textes parce qu'ils sont dans une certaine structure, et même si l'accès est numérique, à mon sens, après, évidemment, que si on n'a pas envie d'aller regarder, mais pour comprendre un texte, il faut voir où il est placé, pourquoi cette place-là, quels sont les textes qui le précèdent, quels sont les textes qui le suivent. Donc pour moi, la place est importante et la codification continue d'être importante, même avec le numérique. Bon, alors évidemment, quand on évoque l'avenir de la codification, il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais terminer cette introduction. Il y aura bien un plan en 2 parties, de sous-parties, mais j'irai vite. Il y a une idée de menace, un peu de peur latente. L'avenir, c'est un peu, est-ce qu'il va rester des codes avec l'européanisation du droit que fait l'Europe à nos codes et est-ce qu'il faut codifier aussi les règles européennes? Donc finalement, il y a 2 questions qui se posent. Dans mon sujet, il y a 2 questions, ce qui est bien, puisque ça me permet de respecter la structure française. La première question, c'est quid des codes nationaux, donc de la codification nationale confrontée aux règles européennes? Qu'est-ce que ça fait à nos codes nationaux? Alors évidemment, je n'ai pas la prétention d'évoquer tous les codes nationaux. J'évoquerai le code français que je connais, donc pour évoquer l'impact des règles de l'Union européenne sur notre codification. Et ensuite, est-ce qu'il faut codifier ou pas les règles européennes? Et donc, ça sera le deuxième temps de mon propos. Est-ce qu'il faut les codifier? Comment est-ce qu'on doit les codifier si c'est le cas? Donc d'abord, quelle est l'influence, l'impact, l'incidence de l'Union européenne sur nos codes et sur le code français? Encore une fois, c'est le code français que j'évoque. Alors je dirais que les codes français, puisqu'il y en a beaucoup, sont malmenés par l'Union européenne, par les règles de l'Union européenne. Ils sont malmenés, ils sont perturbés, ils sont concurrencés. Ce sera les 2 temps de l'analyse. Ils sont malmenés d'abord. Pourquoi est-ce que nos codes sont malmenés, perturbés, si vous voulez? Parce que, encore une fois, Mustapha l'a dit, 80% des lois sont des transpositions de textes de l'Union européenne. Or, l'Union européenne, ça a été dit aussi, il y a une inflation de textes issus de l'Union européenne, donc on a trop de sources, trop de normes, et par ailleurs, ce sont des textes qui sont rédigés par des bureaucrates. Ce n'est pas une critique, mais ce sont des textes très techniques, souvent très longs, où on n'a pas la volonté qu'on essaie d'avoir encore en France, mais pas seulement en France, mais d'avoir des règles lisibles, courtes, on en parlait hier, des textes très très longs. Et donc on a ces textes européens très complexes qu'on doit intégrer dans nos codes. Alors on a ce qu'on appelle en France, excusez-moi pour la formule, je ne sais pas si Yves Lequette l'avait écrit dans un article, moi il me l'a dit parce que j'avais discuté avec lui, on a des codes qu'on appelle les codes poubelles. Exemple, le code de la consommation dans lequel on va mettre toutes les dispositions et on s'en fiche de la structure, de la hiérarchie, et on a le code civil. Bon, en exagérant, mais le code civil, lui, il ne faut pas le toucher, vous avez compris que c'était un petit peu
quelque chose de sacré pour la plupart des juristes. Et donc, la difficulté, c'est évidemment pour le Code civil. Et on a des dispositions du Code civil qui sont issues de transpositions. Un seul exemple, la directive sur les produits défectueux qui a donné lieu à une modification des dispositions sur la responsabilité civile. Alors mon ordinateur s'est éteint quand même, il faut que je le rallume. Et donc, beaucoup ont dit que c'était un corps étranger qui avait été placé dans le Code civil. S'il y a un nouveau fait générateur, il y a des nouvelles causes d'exonération, une nouvelle prescription, des termes qui n'ont pas le même sens que ceux qu'on peut utiliser ailleurs dans le Code. Un seul exemple, le terme de produit dans le Code civil, en droit des biens, a un sens très précis. Le produit, c'est ce qui entame la substance du bien. Le produit défectueux, c'est n'importe quel produit manufacturé. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que dans le Code civil, on a un terme qui n'a pas le même sens selon la place où il se trouve, mais parce que ça nous vient de l'Union européenne. Bon, pour autant, est-ce qu'on doit critiquer ça? Nous devons intégrer ces textes. Alors là, je cite à nouveau Yves Lequette. Alors je suis navrée, c'est pas que je suis contre l'Europe, mais il a évidemment des formules. Je pense qu'il a raison, et je pourrais aussi citer Pierre-Yves Gauthier avec qui je travaille, mais il faut arrêter le recopiage servile des directives. Il faut essayer de les transposer à notre manière, en respectant bien sûr les objectifs poursuivis par l'Union européenne. Mais on n'est pas obligé de recopier servilement les textes. Nous, c'est ce qu'on fait en France. On fait des copier-coller des textes de l'Union européenne. Et ça perturbe totalement la structure d'ensemble, la façon de rédiger. Alors, je ne dis pas qu'on peut modifier la substance même des textes, mais au moins la manière de les présenter, la manière de rédiger. Bon, ça serait une première étape. Je ne dis pas que c'est la seule, mais je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre, à dire vrai, puisque, effectivement, nous sommes obligés de transposer ces textes, sauf à mieux les rédiger aussi en amont, ce qui est une autre possibilité. Et que la doctrine a son rôle à jouer, je pense, là-dessus. Donc on a des codes qui sont malmenés du fait de cette transposition des directives. On a des codes qui sont également concurrencés, Mustapha l'a dit, voire éclipsés. Pourquoi éclipsés? Parce qu'on a un autre type de texte dans l'UE, c'est les règlements. Et les règlements se multiplient. Et les règlements ne doivent pas être codifiés. Les règlements, il n'y a pas de règle de réception. C'est même interdit, si je puis dire. Il y a des arrêts de la Cour de justice qui disent non, il ne faut pas d'acte de réception interne, parce qu'en fait, on veut une vraie unification, là. Et donc, on ne veut pas de texte interne qui pourrait altérer le sens d'une disposition. Exemple, sur la responsabilité des plateformes numériques. Alors, plateforme, pardonnez-moi, c'est un peu schématique, puisque ce n'est pas exactement le terme utilisé, mais peu importe. Les intermédiaires de l'Internet. On avait une loi en France qui était la loi de 2006. C'était une loi de transposition d'une directive européenne. Maintenant, on a un règlement en la matière. Donc, les dispositions de la loi ont été supprimées. Et maintenant, on a le règlement qui fixe la responsabilité des intermédiaires, et c'est tout. Et on n'a pas de texte interne. Alors, on pourrait dire on s'en fiche. Oui, mais pour l'accessibilité, ça veut dire que maintenant, on a des codes qui sont concurrencés par des règlements européens qui ne sont pas codifiés et qui ne seront pas codifiés, ce qui pose une difficulté. Et on a énormément de règlements sur l'IA, on a énormément de règlements en matière de numérique, ce qui soulève beaucoup de difficultés. Alors, est-ce qu'il faudrait faire quelque chose? La question, justement, et j'arrive à mon deuxième point, vous voyez, j'ai accéléré, tout va bien. Mon deuxième temps, est-ce qu'on doit codifier ces règles européennes? Puisque c'est finalement la deuxième question. Donc, quid de la codification des règles européennes? Deuxième temps de mon propos. Alors, j'avais prévu d'aborder la question de ce qu'on doit codifier et de comment on le codifie, mais je vais un peu modifier les choses au regard des discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, mais peu importe. Je voudrais juste, pour que tout soit clair, même si beaucoup de gens connaissent tout ça, mais dire qu'il y a eu des projets de codification à échouer, et il y a des projets en cours. Donc, et je terminerai sur les projets en cours pour avoir... Comme Michel, qui nous a raconté une histoire triste et a fini sur une note positive, j'espère finir sur une note positive, puisque là, c'est pas très réjouissant ce que j'évoque pour la codification et pour le droit civil, puisqu'évidemment aussi, comme l'Europe n'est pas très intéressée par la codification, ça a un impact sur la manière de légiférer. Donc, les échecs, les projets abandonnés, j'irai très vite, Pascal l'a évoqué hier, c'est le fameux Code civil européen qui a déclencher l'ire de la doctrine française, ça c'est une certitude, mais pas seulement française. Beaucoup de critiques sur ce code civil français, code civil européen, vous voyez, même lapsus, je n'arrive pas à dire code civil européen, code civil européen, alors qui devait être un code des contrats au départ, et puis finalement, on a bien vu qu'il s'agissait plutôt de vraiment créer un code civil européen, et ça a déclenché effectivement beaucoup de réactions, parce qu'on a estimé que
il y avait plein de raisons, des raisons politiques, des raisons juridiques aussi, puisqu'il n'y avait pas de compétence en fait de l'Union européenne en matière civile. Donc rien ne justifiait cette intervention de l'Union européenne en matière civile. Des raisons sentimentales, on les a évoquées hier, mais qui sont fortes, et on doit aussi en tenir compte, parce qu'on ne peut pas imposer un droit venu d'ailleurs à un peuple qui n'en veut pas. Donc je pense qu'il faut en tenir compte de ces considérations sentimentales. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça a été un échec cuisant, hein, mais même le cadre commun de référence. On a un cadre commun de référence en matière contractuelle, mais qui n'a pas de valeur, qui s'est un peu arrêté net, et il n'y a plus du tout de projet en ce sens au sein de l'Union européenne pour l'instant. Alors la doctrine française nous dit qu'il faut rester vigilant, parce que ça, évidemment, ils voient ça comme un danger. Bon, ça, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais je pense qu'effectivement, c'était prématuré et que c'était inadapté comme projet. Maintenant, les projets, l'avenir, est-ce qu'on peut envisager une codification des règles européennes ? Il existe déjà des codes européens, le code des douanes de l'Union européenne, et il y a un code de l'espace Schengen. Donc c'est des matières vraiment spécifiques à l'Union européenne, c'est vraiment les règles propres à la libre circulation en l'occurrence, et puis les douanes, donc l'entrée, la sortie dans l'Union européenne. Donc on a déjà des codes, il y a des directives qu'on dit codifiées, parce qu'en fait ça reprend des textes anciens, mais ce n'est pas de la codification comme on la connaît nous. Enfin, nous, pardonnez-moi, mais comme vous la connaissez, comme on l'envisage. Donc, c'est plus des inventaires. Alors, ce n'est même pas des restatements à l'américaine, parce qu'il n'y a même pas d'ajout, d'apport. Donc, c'est bon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Est-ce qu'il y a une place pour autre chose? Alors, sachez qu'il y a 2 projets de code européen. Le Code européen de droit international privé, et le Code européen des affaires, enfin le Code européen des affaires ou le Code de droit européen des affaires, je ne sais plus quelle est la terminologie, que je peux retrouver en lisant mon papier évidemment. Donc il y a 2 projets en cours. Donc ça montre quand même qu'il y a il y a une dynamique quand même dans l'Union européenne. Évidemment, on a réduit, enfin, on ne parle plus de code civil, hein, c'est d'autres domaines qui intéressent ici les codificateurs. Alors ce sont des projets doctrinaux, hein, en réalité doctrinaux, et même de la pratique professionnelle aussi, puisque pour le Code européen des affaires, il y a des avocats, il y a des professeurs qui interviennent de tous les pays, hein. Peut-être d'ailleurs parmi vous, il y a des gens qui interviennent et qui ont réfléchi au Code européen des affaires, puisqu'il a été lancé sous l'égide de l'association Capitan, dont on a parlé, notamment, et de la Fondation pour le droit continental. Donc il y a des projets en cours. Donc c'est une bonne chose, je pense. Moi, je pense qu'il y a une place pour la codification des règles européennes, pour permettre leur accessibilité. Et je pense que ce serait un moment, justement, pour terminer dans les temps, un moment où c'était Aupetit, c'était encore une fois Lequette qui citait Aupetit, qui disait qu'Aupetit était capable de discerner l'essentiel au milieu du fatras législatif. Bah là, c'est un peu ça. On a un fatras de normes européennes où il est très délicat aujourd'hui, même pour un juriste, nous, on a du mal à déterminer dans une situation donnée quelles sont les règles qui vont s'appliquer. Et donc, je pense qu'il est essentiel de structurer le propos, de structurer les normes, de les organiser et pour les rendre accessibles. On ne peut pas se contenter de les inventorier, d'en faire un inventaire, mais il faut au contraire les mettre en perspective les unes par rapport aux autres, dégager des principes essentiels. Et je pense très sincèrement que c'est notamment le rôle de la doctrine, donc doctrine ici présente et représentée, de mettre en évidence ces principes essentiels. C'est l'ouverture qu'évoquait hier à Augustine Parisi, c'est l'ouverture, la discussion, et qui permettra peut-être de mettre de la cohérence dans tout ça et de rendre à nouveau ce droit accessible, lisible. Alors peut-être pas pour le citoyen lambda, mais même pour nous, juristes. Et le numérique peut nous aider là-dedans, justement, parce qu'on a des codes qui seraient accessibles en ligne à tous et qui pourraient être modifiés très rapidement en cas d'évolution législative, mais malgré tout des codes, encore une fois, qui permettraient de mettre en évidence des grands principes, des systèmes, et c'est l'objectif en tout cas du code de DIP ou encore du code européen des affaires qui ne se contente pas d'inventorier des règles, mais d'en faire une liste exhaustive, mais d'essayer de mettre en évidence des grands principes, ce qui me semble quand même l'essence de la codification au-delà de la fonction sociale. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Olivier. Merci. Ma question va aller un petit peu en marge du sujet. Il y a des projets européens qui n'ont pas de valeur législative, les principes européens de droit des contrats ou droit de la responsabilité civile, puis il y en a peut-être d'autres. Oui, est-ce qu'on peut voir ça comme une forme de codification ou est-ce qu'on doit plutôt aller vers la comparaison avec les restatements américains?
Quelle est la vue de nos civilistes? Alors, moi, je ne vois pas ça comme une codification, mais comme une prémisse, pourquoi pas, à une future codification. Mais pour moi, c'est pas une codification parce que la codification, moi, je le vois vraiment comme les règles existantes applicables, le droit positif qui s'appliquent. Là, on a des principes qui sont intéressants, puisque ça permet de faire justement, c'est du droit comparé aussi, hein, on a mis en évidence des principes de droit européen du contrat, des principes aussi en matière de responsabilité civile, et il y a plein de projets parallèles, il y a les principes unidroit aussi, de droit du commerce international, donc on a plein de principes, mais qui n'ont pas de valeur, donc pour moi, c'est un premier pas vers une codification et vers une réflexion, mais encore une fois, ça aussi, ces principes, il y a eu une idée d'uniformisation des droits. Alors, ce n'est pas une critique, hein, mais on cherchait des principes communs. Là, c'est plus prendre les règles de l'Union européenne telles qu'elles existent et justement en dégager des principes, les structurer, les réorganiser, mais pour qu'on comprenne aussi comment elles s'articulent les unes avec les autres. Et en DIP, c'est très frappant, puisqu'on a des règlements généraux, des règlements plus spéciaux, et on a du mal parfois à les articuler. Il n'y a pas une réflexion d'ensemble sur la notion d'ordre public en droit international privé, par exemple, parce qu'il y a des conceptions différentes dans les différents textes. Donc ça serait une façon de reprendre la main aussi pour le législateur, pour dire, bah voilà, la notion d'ordre public, elle est envisagée dans ce règlement, ce règlement, ce règlement, ce règlement. Bah voilà ce qu'elle signifie en Europe. Voilà. Mais tous ces travaux doctrinaux, pour moi, sont évidemment essentiels parce qu'ils permettent déjà de mettre en évidence des principes essentiels. Oui. À la faculté, surtout à la bibliothèque. J'ai demandé à la bibliothèque d'acheter le nouveau code civil belge. Ça fait au moins 3 mois que j'attends. Et on m'a dit, est-ce que c'est online? Si c'est online, nous n'achetons pas, we don't buy books, nous n'achetons pas de livres. Quelles sont vos remarques? Quelle est la réaction de la doctrine française? Alors, on est confronté à la disparition du papier, nous tous. C'est-à-dire que les étudiants ne savent plus ce qu'est... mais moi, j'essaie de leur expliquer l'intérêt d'aller feuilleter un livre. Parce que je pense qu'il y en a qui n'ont jamais feuilleté... Non, mais une revue d'Alloz, ils n'ont jamais vu la revue. Ils ne l'ont vue qu'en ligne. Ils ne savent même pas ce que c'est que la revue papier. Moi, j'essaie de leur expliquer que quand on a un livre entre les mains, bah, on peut faire un va-et-vient entre telle page et telle autre, sauf à avoir 10 écrans. D'accord, on a le premier livre, l'autre livre. Mais moi, j'aime avoir des livres et je trouve qu'en fait, on gagne du temps. Moi, j'essaye de leur expliquer ça et je les emmène à la bibliothèque. Et là, je les emmène à la Cour de cassation pour leur montrer que même les magistrats utilisent des livres et qu'il y a une bibliothèque à la Cour de cassation. Oui, on a les bases de données et ça permet d'accéder. C'est simple. Ici, là, je cherchais un article. Bah, j'étais ici, j'ai pu avoir accès à un article publié dans la revue d'Alloz. Mais sauf que les manuels et les livres et les codes, moi, je trouve que le papier permet d'aller d'un côté et de l'autre et c'est beaucoup plus pratique. Et en fait, on gagne du temps, on perd du temps en ligne. Alors, non seulement parce qu'il y a des distractions, mais aussi parce qu'en fait, on ne trouve pas directement. C'est pas clairement présenté. Les mots-clés, Google n'est pas bon dans les mots-clés. Les moteurs de recherche ne sont pas bons dans les mots-clés, même les moteurs de recherche juridiques. Donc, on essaie de convaincre les étudiants. Mais est-ce que c'est perdu? J'espère pas. Mais c'est compliqué. Alors, quid de la qualification belge? Vous avez quelques... Ah, je ne connais pas. Non. Alors, aucune idée sur... Merci. Quand on prend un code d'Alloz ou l'ITEC ou les autres, est-ce qu'on a vraiment un code entre les mains? Pour passer d'un article à un autre, oui, il faut tourner des dizaines de pages. Oui, parce qu'il y a trop de jurisprudence. Oui. Le seul code civil qui, à mon sens, ressemble au code civil, c'est celui publié par Michel Séjean. Parce qu'il y a les articles et il n'y a rien d'autre. Pour la Louisiane, c'est celui d'Alain Levasseur que j'oblige mes étudiants à avoir, où il n'y a pas tout le fatras des commentaires, etc. Et moi-même, pour le code que j'ai mis en ligne, j'ai enlevé les titres d'articles parce que ça n'a pas de valeur législative et ça distrait, même quelquefois ils sont faux. Oui. Il y a des bourdes, les titres d'articles. Il est toujours, je suis l'optimiste et lui c'est le pessimiste. Il n'y a pas d'autres... Non, je disais juste qu'effectivement, peut-être que le numérique nous évitera ça. Tu vois, on aura le code et sans les commentaires et tu passes plus vite d'un article à un autre. Ou alors on publie, mais juste le code. Là, ils viennent de republier le code de 1804. C'est tout en ligne.
avec avec Pierre-Yves Gauthier en préface. Mais oui, mais on peut le trouver peut-être, le code civil à part code d'éditeur. Oui, sur Légifrance, mais il n'est pas en papier. Ouais. Merci. C'est pas une question. En fait, je voulais juste donner un retour d'expérience aussi, pas à propos du code civil trilingue qu'on a évoqué, mais à propos de l'autre ouvrage dont je m'occupe, qui est un code d'éditeur. Donc c'est même pas un faux code, c'est un code de code, parce que c'est le code de la cybersécurité, et donc c'est une matière transverse. Dedans, il y a des dispositions qui viennent de 17 autres codes, parce qu'en France, on a 72 codes officiels. Donc maintenant, il faut des codes de code pour pouvoir se repérer. Et dans chacun des thèmes, on a le droit interne, le droit de l'Union européenne, des extraits des lignes directrices par la Commission européenne qui nous expliquent comment on doit comprendre les textes qu'elle a écrits, et les lignes directrices, elles font 140 pages ou 200 pages ou 300 pages. On a ensuite les conventions internationales signées et ratifiées par la France, et on a le droit extraterritorial, par exemple le Foreign Intelligence Services Act, qui explique que quand on est n'importe quel pays du monde et qu'on utilise des appareils américains ou des solutions américaines, ces données remontent aux États-Unis pour pouvoir être lues par les services de renseignement si un juge le propose. Et donc, même si je suis en France et que je parle avec un Français à propos de la France, le droit américain s'applique à moi, ce qui fait que 80% de ma journée est sous droit californien, en réalité, alors que moi, j'habite à Paris. Et donc, je voulais simplement indiquer que la codification est peut-être, pour moi, dans mon ressenti, un indicateur des bouleversements géopolitiques qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, si le code de droit interne a une place plus petite dans le paysage, c'est aussi parce que la France, en tant que pays, a une place beaucoup plus petite dans les espaces géopolitiques qui sont en train de se remodeler. Et les prises de décision, elles se font beaucoup moins chez nous que ailleurs, y compris même grâce au droit extraterritorial aux États-Unis pour réguler mon comportement de Français. Donc ça, c'est aussi une réalité que nous, on n'est pas armés pour gérer en tant que juristes, mais qui retentit beaucoup sur nous, à mon avis. Juste, pardon, moi je pense quand même que toutes les matières seront concernées. En propriété intellectuelle, on pourrait faire la même chose. Oui, je pourrais aller faire un code de la propriété intellectuelle avec les textes du code de la propriété intellectuelle, mais les textes du code civil qui s'appliquent, les codes des conventions internationales, les règles de l'Union européenne. Donc en fait, on pourrait faire des codes de code pour plein de matières différentes en ayant cette conception supranationale des sources. Après, la difficulté, c'est que je sais. Mais peut-être que c'est une autre manière de penser la codification, c'est-à-dire de penser la codification, et ça c'est historiquement, alors sous le contrôle de M. Alperin, mais on a historiquement, je pense, les codes étaient nationaux, donc c'est compliqué, alors peut-être pas historiquement les tout premiers, mais on a pensé le code comme quelque chose de national, et c'est vrai qu'il faut peut-être repenser la codification sous l'angle de ces bouleversements géopolitiques, et peut-être qu'il y a des matières, et c'est les matières qu'on appellerait substantiellement européennes, par exemple, pour lesquelles les codes nationaux n'ont plus aucun sens. Et le numérique, c'est une matière pour laquelle on peut se dire, bon, est-ce qu'un code national a encore du sens pour le numérique, matière transverse, effectivement, mais comme plein d'autres en réalité. Donc il y a une réflexion à avoir aussi sur l'échelle de la codification. Mais j'arrête de parler. Notre troisième intervenant sera Viviane Curran, who is professor of law at the University of Pittsburgh, and her topic is Quel avenir pour le code à l'aune de la mondialisation. Voilà. Comme ça va? Oui. OK. Je veux dire que la discussion que nous venons d'avoir me rappelle une fois Guy Canivet m'avait dit, c'était avant le Brexit, que l'Europe menaçait la pensée cartésienne française. Bon, alors moi aussi j'aimerais remercier Olivier, et aussi je voudrais signaler un livre merveilleux qui vient de sortir de la part de Michel Grassadier, qui est parmi nous
aujourd'hui sur la codification que j'ai eu le bonheur de lire avant de préparer cette intervention. Alors, mon propos est de parler de l'avenir pour les codes à l'aune de la mondialisation. Alors, dès les années 70, un auteur italien déclare que nous sommes à l'ère de la décodification. Peut-être fut-ce sous l'influence de cet auteur que dans les années 80, un thème de l'Académie internationale de droit comparé propose que la codification est un moyen de légiférer déjà dépassé. Avant de poser le regard sur l'avenir, ici est de jeter un coup d'œil en arrière. Le premier code est le code de Hammurabi, qui date de près de 2000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une codification compilation, donc nous venons d'entendre un faux code, d'après nous aujourd'hui, qui aurait tenté de remplacer un ordre juridique et d'établir un nouveau point de départ, tel le code Napoléon. Les anciens codes proviennent de lois coutumières. Leur but n'est pas de remplacer ces lois, mais de les améliorer en les transcrivant. D'ores et déjà s'esquissent certains des objectifs des codes modernes, dont l'uniformité. Plus tard, les siècles témoigneront de l'influence des codes révolus sur l'avenir, comme des palimpsestes recouverts par les textes nouveaux. Avant l'ère de la presse, la transcription à main offre l'occasion d'adapter le droit aux besoins sociaux sans qu'il ne faille avoir de réformes formelles, si bien que certains codes survivent pendant des siècles. Autrement dit, la contrefaçon devient source de droit, en ce sens que celui qui doit en théorie ne faire que copier le texte en devient véritablement l'auteur. Le code Napoléon, inspiration en partie du code de la Louisiane qui nous rassemble ici, lui aussi n'est pas seulement rupture avec le passé, car il traduit l'esprit des Lumières, et ce de nombreuses façons. Si Rousseau adopte un style romantique lui-même dans ses écrits, c'est son contrat social qui capte l'idée foncière de l'individu face à la société française, ainsi que le rôle du législateur. Les Lumières reposent surtout sur la raison, l'universel et la conviction qu'à toute question, il y a une et une seule réponse exacte. Le Code Napoléon, emblématique des codes modernes, aspire à systématiser le droit, à le cerner en ce sens qu'il est complet, sans lacune, du moins une fois que l'esprit du code comble toute lacune. Et enfin, le code se veut accessible. Nous pensons à ce seul livre rouge que peut lire et comprendre tout citoyen. Et si nous pouvons contester cette conclusion d'accessibilité, nous pouvons néanmoins constater combien elle est pourtant vraie en comparaison avec la common law. Et il ne ressemble pas non plus au soi-disant code common law, ni aux restatements of the law, ni au Uniform Commercial Code ou autres, car il est lapidaire. Le général y prime sur le particulier à l'encontre du code anglo-saxon. Portalis avait compris que cela serait nécessaire pour assurer sa longévité, sa capacité d'adaptation. Le Code civil est aussi un code national, rédigé dans une langue nationale. Après la redécouverte du droit romain, s'est ensuite la période du ius commune. Juges ainsi que juristes demandaient des conseils à leurs collègues à travers l'Europe, alors qu'ils firent face à des questions difficiles. Selon Rudolf Schlesinger, l'Europe tout entière devint un champ unique au regard du droit. Cet état d'affaires d'un droit partagé partout en Europe continentale, prit fin au XIXe siècle, lorsque le droit se nationalise par le biais des codifications. Le latin cesse d'être la langue du droit. Pour le comparatiste que fut Schlesinger, ceci signifie que le droit comparé tombe en désuétude. Mais il y a peut-être encore autre chose. Schlesinger ne le dit pas,
Mais il se peut que la nostalgie qu'il évoque pour le jus commune perdu est liée à l'extrême nationalisme qu'il connaît dans sa jeunesse en Allemagne nazie, où il est avocat avant de devenir réfugié de dernière heure en 1939. Le regretté Patrick Glenn écrit dans le même sens que depuis la nationalisation du droit occidental au XIXe et XXe siècle, on enseigne aux juristes occidentaux de penser en termes de conflits de loi plutôt que de leur conciliation. Le Code Napoléon se répand par la force des armes, nous le savons, mais il s'avère que la force des codes est remarquable. Quand les États sont libres de choisir leur système de droit, c'est le Code qui remporte un succès foudroyant sur la common law. Nous pensons aux pays de l'ancienne Union soviétique et à bien d'autres partout dans le monde. Sa promesse de simplicité peut bien s'avérer illusoire puisque la découverte du droit est aussi complexe dans le système civiliste que dans le système de common law. Mais la manière de systématiser la réduction que présente le Code civil par rapport à l'infinitude des affaires à chercher dans la common law pour leurs valeurs analogiques, valeurs vagues, toujours et à jamais à débattre, car au fond, la common law n'est pas un système de réponse, mais plutôt un système d'éternels arguments. Tout cela rend le système civiliste, fondé autour d'un code civil, de loin le plus attractif aux nouveaux venus. Le Code civil français a été réformé à maintes reprises, mais il n'a jamais été abrogé depuis son entrée en vigueur en 1804, alors que, selon le Conseil constitutionnel, la France a eu 15 constitutions depuis la Révolution. Certains seraient tentés de comparer le Code civil français à la Constitution américaine qui, comme le Code civil, a subi nombre de réformes, mais n'a jamais été abrogée depuis qu'elle est entrée en vigueur en 1789. Mais alors qu'on peut dire que ces deux documents servent à construire et maintenir une identité nationale, la Constitution américaine est très courte et ressemble substantiellement beaucoup plus à la Constitution française qu'au Code civil. L'illusion de la simplicité se joint à celle de la perfection. Je crois que... Ah oui, ça marche. À celle de la perfection. Le Code civil, le système civiliste, sont juges anonymes exprimant la volonté du droit, de l'État et du peuple, tel que l'a conçu le législateur. Tout cela promet l'exactitude provenant du système et de la pensée cartésienne. Et le résultat énoncé par le juge-interprète est parfait. Par contre, la common law, ce laisser pour compte que ne désire aucun nouvel État, n'aspire qu'à résoudre toutes les innombrables affaires qui se présentent et sont résolues sur un immense tableau pointilliste où l'ensemble est censé apparaître harmonieusement et où l'avocat prime sur un juge laconique en opposant l'argument qui gagnera l'approbation du juge. Qu'en est-il alors aujourd'hui de notre monde globalisé et digitalisé, où droits nationaux cohabitent avec droits supranationaux et internationaux? Le dernier projet de la grande comparatiste et internationaliste Mireille Delmas-Marty se focalisa sur l'idée d'un nouveau ius commune qui ne serait pas comme le premier un droit unique. Il s'agirait d'une harmonisation de tous les droits à l'échelle mondiale. Delmas-Marty s'intéressait à savoir dans quelle mesure les systèmes de droits différents seraient susceptibles d'être harmonisés sans perdre leur caractère foncier d'origine, sans se perdre dans une nouvelle invention internationale dominatrice. Mais quelle en serait la langue? Le ius commune avant les codes européens était en latin. Les scientifiques s'exprimèrent en latin jusqu'au XXe siècle. Voudrait-on pour l'avenir une tour de Babel ou un anglais de plus en plus éloigné de ses propres racines? Quoi qu'il en soit, pour les chances d'harmoniser le droit à l'échelle globale, il paraît clair que les codes ne sont pas en danger de disparaître. Selon un auteur,
je cite, « La codification au début du XXIe siècle a une vitalité insolente. » Ce même auteur donne de nombreux exemples de nouveaux codes civils dans les dernières années. L'époque des codes n'est pas révolue, mais le sens des codes a beaucoup évolué. La promesse d'éternité est celle d'une résolution unique et uniquement scientifiquement exacte à chaque question. Ces promesses appartiennent bel et bien à un passé révolu. Il y a aussi un autre contexte de longévité à prévoir pour les codes. Même s'ils n'avaient pas cette vitalité insolente, les codes perdureraient dans la manière de comprendre, de capter le droit parmi les générations qui les ont connus et qui les connaissent encore. Pour l'esprit civiliste, le droit est texte, quoi qu'il en soit de l'importance primordiale des interprètes de ces textes. L'affaire judiciaire est saisie par le biais de la norme qui la caractérise. La norme juridique prime sur l'affaire, sur le cas particulier, alors que l'inverse est la nature de la common law, où, selon le juge Holmes de la Cour suprême des États-Unis, les affaires viennent en premier lieu et la théorie du droit ne se construit qu'à partir des décisions juridiques. Le Code Napoléon a ses racines dans le passé, peu importe que ce soit un passé qu'il voulut surmonter, car quand il s'agit de droit, le passé, qu'il soit coutumier ou autre, est un palimpseste incontournable. Ainsi, du moins c'est mon propos, le seraient les codes d'aujourd'hui pour un droit quelconque qui les succéderait. Merci. Il y a des questions, des commentaires. Michel. Merci beaucoup, Viviane, pour tous ces éclairages et puis cette manière de voir les choses. Tu as parlé de la langue à un moment donné. Quelle serait la langue pour un ius commune, etc. Je dois dire que personnellement, j'ai de plus en plus de mal à accepter la langue anglaise comme langue de travail pour 80% des premiers jets qui sont faits dans l'Union européenne, puisque les Anglais, les Britanniques sont partis. La réalité géopolitique nous oblige à nous remettre sur de la self-cultivation, comme disait Agustin hier en Union européenne. Et je voulais savoir si tu avais une vue sur qu'est-ce qui pourrait remplacer progressivement la langue anglaise. Par exemple, moi je pense que le roumain pourrait être un outil intéressant parce qu'il est très proche de la langue latine et que c'est une langue vivante et intéressante. Et je serais... Le roumain ? Le roumain, ouais, je trouve que ce serait intéressant parce qu'il n'y a pas de logique de domination géopolitique dans le roumain, il n'y a pas d'historique difficile avec la Roumanie. C'est pas comme si on disait il faut que ce soit le français. On a une histoire quand même qui nous permet plus aujourd'hui, je pense, de redevenir la langue de travail principale pour l'Union européenne. Mais je trouve que... je me pose la question de savoir quel est l'avenir de la langue anglaise dans un espace géopolitique comme l'Union européenne ou pour faire un ius commune, alors que ça ne s'impose pas aujourd'hui que l'anglais doit être la lingua franca entre nous tous. Franchement, j'ai beaucoup de sympathie pour votre point de vue. C'est une des raisons que j'insiste pour intervenir en français quand c'est possible, et je refuse de parler en anglais, par exemple, pour les interventions de l'Académie internationale de droit comparé. Nous avons toujours été bilingues, français-anglais, et maintenant nous voyons de plus en plus de Français qui parlent en anglais. Je trouve que c'est triste, vraiment triste. Mais pour ce qui est du roumain, je dois dire que ce n'est pas une langue facile. Il y a beaucoup d'influences slaves, ce qui serait pour beaucoup de personnes pas facile du tout d'apprendre. Mais là, pour ce que vous dites à propos de l'anglais, je suis tout à fait d'accord. Mais... Oui, je ne sais pas. Merci.
Merci Viviane. C'est vraiment une keynote lecture, comme on dit. Ça, en français, je ne sais pas, mais une leçon et une orale. Hein. C'était très bien. J'ai l'impression que nous sous-estimons la capacité de l'Union européenne de codifier. Parce que si vous pensez au droit international privé, c'est vrai qu'il y a presque une codification intégrale du droit international privé. De bonne qualité, selon moi, au moins, c'est d'une qualité supérieure à beaucoup des autres efforts normatifs. Et les problèmes de la faillite de l'Union européenne sur ce terrain-là, c'est lié au fait que la science juridique européenne n'était pas préparée pour la tâche. Il y a eu peu de personnes qui ont dit ça, mais Rainer Zimmermann l'a dit, par exemple. Ce n'est pas clair quand nous serons prêts à la tâche. Ça, c'est la question. Hein. Et j'ai l'impression que la tendance à recodifier en Europe, qui est une tendance maintenant très forte, peuvent faire un peu de dommages de ces points de vue si nous ne préparons pas des outils pour progresser quand même au niveau européen. Ce sont des outils que seule la science juridique peut préparer, parce que l'Union européenne fait des interventions sectorielles que nous connaissons très bien, mais c'est vrai aussi que dans le champ du numérique, l'Union européenne a vraiment une stratégie pan-européenne qui sera la base pour nos progrès dans le futur, même si est controversé. Par exemple, l'AI Act est très controversé parce que peut-être ce n'est pas la meilleure chose à faire. Je veux aussi dire que l'anglais peut-être sera notre futur, mais à certaines conditions. Et c'est déjà Olivier qui a dit ça à Torino il y a du temps. C'est-à-dire, je n'aime pas l'anglais quand, par exemple, dans notre système informatique qui fait la recension des articles sur les journaux italiens, il y a seulement the English abstract. This is totally crazy. The entire article is in Italian. The abstract is just in English, so you don't have an Italian abstract. And you can imagine, la qualité, c'est beaucoup de fois vraiment pauvre. Et ce que j'ai peur, c'est le pidgin English. C'est un anglais de très basse qualité que this will not help us. Hein? Il faut marcher dans une direction qui est la direction que vous avez présentée ici, c'est-à-dire bâtir un anglais pour notre fin, qui ne plaira pas tellement aux amis de l'Angleterre, peut-être, mais quand même, c'est déjà une réalité dans l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est vrai que le 80% des lois, ce sont le premier droit, peut-être en anglais. Mais vous savez bien qu'il passe à travers un procès, des contrôles, des corrédactions. À la fin de ça, peut-être nous avons un produit qui est vraiment européen. Je ne sais pas. Peut-être dans le champ de la législation financière, ces champs-là est vraiment dominé par l'anglais. Mais dans des autres champs, même s'il part avec l'anglais, le processus est un processus de contrôle qui, à la fin, nous donne quelque chose que nous reconnaissons, parce qu'autrement, l'Union européenne ne peut pas marcher. Enfin. Merci.
une remarque, question pour Michel peut-être et tout le monde, mais est-ce que l'intelligence artificielle, là, ne pourrait pas nous aider pour aucune langue, justement, ne choisir aucune langue et en avoir plusieurs, et avoir ce qu'on nous annonce, mais avec une intelligence artificielle nourrie avec des bonnes ressources, c'est-à-dire par exemple vos textes qui permettent en anglais d'avoir la bonne terminologie, parce qu'on nous parle quand même de traducteurs automatiques qu'on mettrait dans les oreilles et qui nous permettraient de discuter. Moi je parle en français, mais vous m'entendriez chacun dans votre langue. Et si on a des bons outils qui nourrissent l'IA, finalement on n'aurait pas besoin d'une langue unique de travail, mais une langue, tout le monde parlerait. Non, mais là ça pourrait être finalement aucune langue choisie parce que chacun s'exprime dans sa langue et qu'on a de bons outils, puisqu'après l'IA, il faut évidemment voir avec quoi elle se nourrit. Mais si on la nourrit de bons lexiques, établis pas par moi, parce que je dis par vous, ce sera pas... Voilà. Est-ce que ça pourrait ne pas éviter justement d'avoir à choisir une langue comme le roumain? Bon, peut-être que c'est très bien le roumain, je ne sais pas. Bon. Je voudrais simplement ajouter quelque chose de mon point de vue. Les comparatistes en littérature sont toujours polyglottes. C'est intéressant ce que vous venez de dire et j'aimerais peut-être m'inscrire en faux avec ce que Michel a suggéré tout à l'heure, parce que je crois que les langues, elles ont quand même un poids politique qui explique le rayonnement qui a été le leur au niveau international. Alors, Mickaël trouvera peut-être que j'exagère, mais la raison pour laquelle le français et l'anglais se sont retrouvés à l'Académie de droit international, c'est probablement parce qu'elles reflétaient des cultures juridiques à l'époque dominantes. Et le fait que l'anglais soit un point commun entre l'Angleterre et les États-Unis nous a évité de nous demander lequel entre les deux était le plus important. Et le français représentait à sa façon une culture civiliste qui n'est pas la seule, on se comprend. Il y a les Allemands, il y a l'Italie, il y a des cultures civilistes qui existent au sein de l'Union européenne. Mais pour justement des raisons peut-être de porter de l'avant une cause, les Français se sont distingués davantage. On est à peu près entre 1900 et 1950. Ceci dit, et je reviens à l'Académie, il m'est arrivé personnellement de présenter des travaux en anglais et je me suis aperçue que le rapporteur national ne comprenait pas l'anglais. Alors j'ai travaillé pour rien. Il m'est arrivé aussi de présenter à Paris à l'American Society of Sociology of Law, j'ai oublié le titre exact, et quand je me suis mise à parler français, alors même que le colloque devait être bilingue, les gens ont quitté la salle. Alors, on se dit, d'accord, on peut porter de l'avant une sorte de cause, à la limite presque philosophique, pour se dire, voilà, nous sommes là, puis on veut transmettre notre savoir en français. Mais lorsqu'à un moment donné, il y a un effet rebond, je crois qu'il est aussi de notre responsabilité de s'assurer qu'on reste dans ces cercles-là, quitte éventuellement à présenter en anglais de temps à autre. Donc, je dis en anglais parce que je ne crois pas que les gens vont se mettre, en fait, à apprendre le roumain. Alors, on avait déjà fait l'essai avec l'espéranto. Hein? C'était quoi la mode de l'espéranto? Ah, on souhaitait justement qu'il y ait une langue qui était simili, espagnol, français, je ne sais plus trop, allait supplanter l'anglais comme modèle dominant. Mais en raison, je crois, spécifiquement de l'édition, la langue dominante est en ce moment l'anglais. Et à moins qu'on se présente comme étant des entrepreneurs éditoriaux pour changer les choses, ça ne se fera pas à court terme et encore moins avec l'intelligence artificielle qui propose de nouveaux... en fait, qui nous fait économiser du temps, parce qu'il faut quand même le dire. Ce n'est pas encore impeccable, mais ça avance quand même. Je parle beaucoup trop longtemps et je m'en excuse. Donc, ce n'est pas vraiment une question, c'est une observation. Finalement, j'avais pensé à l'espéranto aussi, mais ça, c'est du passé maintenant. De langue dominante. Le mot dominant, ça me gênait. Alain, est-ce que je peux répondre juste à Marie-Ève et puis, mais parce que, en fait, moi, je dis le roumain, j'ai rien de roumain, je connais pas un mot de roumain. Au début, je me disais le latin, mais bon, ça fait vraiment un peu réactionnaire, et puis on peut pas tout exprimer en latin. Mais ce qui m'intéresse, c'est combien de fois, Marie-Ève, j'ai entendu dans ce que tu disais le mot langue dominante. Et moi, j'aurais l'impression qu'aujourd'hui, il nous faudrait une langue neutre du point de vue des rapports de domination, des rapports de force qui, finalement, créent de la violence. Par exemple, le fait que nous, en France, on ne soit pas capable de penser l'Union européenne en dehors du moteur franco-allemand, comme si l'Italie n'existait pas, comme si l'Espagne n'existait pas. Enfin, on a tout un imaginaire européen de domination
qui fait que ça ne fonctionne pas encore aujourd'hui correctement. Après, j'ai dit roumain, je pense que l'idée, il faut l'oublier, mais parce que d'abord, Nathalie m'a convaincu avec cette histoire d'intelligence artificielle, et je pense que tu as raison, et puis Michele aussi avec tout le processus qui fait que finalement c'est ça l'Europe, comme disait Umberto Eco, la langue de l'Union européenne c'est la traduction, ou la langue de l'Europe c'est la traduction, je crois. Mais bon, moi je suis inquiet de la présence encore trop forte à mes yeux de la langue anglaise qui ne reflète plus la participation des membres de l'Union européenne dans l'édification du projet, des projets qu'on essaye d'avoir. Donc je ne comprends plus pourquoi on parle anglais en fait. Voilà. Ben ouais, mais pour moi c'est du globish, c'est pas de l'anglais, et on n'arrive plus à exprimer des idées fortes. Oui. Bon, enfin voilà, j'ai pas les réponses, mais je trouve le débat passionnant, et j'ai l'impression qu'il y a en tout cas ici un sujet sur lequel il y a probablement encore beaucoup à dire. Dans cette perspective, une suggestion peut-être un peu bizarre, mais lorsque le traité de Rome pour créer la communauté économique européenne, il y avait 6 versions officielles. Il y a les Belges. Yeah. Donc, disons 6 langues, enfin 5 langues officielles. Le traité est rédigé dans une très large mesure comme seraient rédigés les articles d'un code, relativement simple, droit, enfin assez direct. Et à l'époque, les Anglais s'occupaient de l'autre Free Exchange Zone avec l'association économique rivale des 7. Et les 5 langues, les 4 langues, c'est officiel basé sur le droit romain, sur le droit civil. Pourquoi pas avoir un code en 4 langues, comme un traité en 4 langues? Merci. Non? Est-ce que c'était la question pour le Ius Commune? Est-ce que c'était une question adressée à cette Ius Commune dont pensait Mireille Delmas-Marty? Est-ce que c'était une question adressée à l'idée d'un Ius Commune moderne? Non, on cherche telle pensée par... On cherchait à avoir une langue un peu neutre, le roumain. D'accord. Mais enfin, quels sont ceux qui aujourd'hui un peu d'éducation, hein? Je ne connais qu'un seul mot en roumain, c'est Dracul, qui veut dire le diable. C'est le seul que je sache. Alors, nous avons beaucoup parlé de langue, hein, finalement, de civelette, commelette, c'est l'heure de l'omelette. Je ne sais pas s'il y a ça au menu, mais à table. Et toutes les séances de l'après-midi auront lieu ici. Nous serons donc au musée.